Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Jacques Gounon. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Eurotunnel et vous êtes monté au créneau, si on peut dire, ces derniers jours après les critiques de la Commission européenne et d'Eurostar, vous accusant de pratiquer des tarifs de péage trop élevés dans le tunnel. La Commission d'ailleurs a envoyé un avis motivé à Paris et à Londres après les premières accusations d'Eurostar affirmant être victime d'un traitement injuste. Alors vous répondez que c'est faux, nos tarifs sont totalement compétitifs, il n'est pas question de les baisser. On vous sent particulièrement agacé, non, par ces critiques ? Alors, agacé parce que c'est totalement injuste et on n'aime pas l'injustice, mais rasséréné pour deux raisons fondamentales. Les États ont immédiatement réagi en disant « ça n'a pas de sens, le tunnel sous la Manche est tout à fait conforme aux directives européennes ». Et puis tout à fait rasséréné parce que lorsqu'on regarde dans le détail le niveau de péage, quand on se rappelle quand même que le tunnel sous la Manche, c'est un investissement énorme, 15 milliards d'euros qu'il faut bien quand même rémunérer. Nous avons un prix de passage sous la Manche extrêmement compétitif. On passe sous la Manche en 35 minutes. Et quand on est en voiture sur nos navettes, 140 km/h plus rapidement que sur une autoroute. Donc il faut voir de quoi on parle. Alors vous citez par exemple, ça ce sont les navettes, mais si on prend le train, vous citez par exemple un Paris-Londres à 250 € sur lequel le péage représente 25 €. Donc ça fait 10% pour vous, c'est le bon prix. Oui, et si on voit que Paris-Londres c'est en gros 500 km, ça veut dire que le péage du tunnel pèse par kilomètre entre Paris et Londres 5 centimes. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est quelque chose qui coûte cher. Et d'ailleurs, depuis 19 ans que le tunnel a été mis en service, les trafics Eurostar ne cessent de croître. Ils atteignent 10 millions de passagers. Et si on voulait plus de passagers dans le tunnel sous la Manche, ce que nous souhaitons, c'est très facile. C'était d'accepter plutôt que Deutsche Bahn puisse passer sous le tunnel. Ils viennent seulement maintenant d'être acceptés. Ça pourrait être de poser la question, par exemple, pourquoi est-ce que Thalys, qui dessert l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, ne continue pas jusqu'à Londres ? Bref, je crois que c'est aux entreprises ferroviaires de balayer devant leurs portes. Nous fournissons un service de qualité et nous sommes beaucoup plus compétitifs que les infrastructures publiques adjacentes qui ont des niveaux de péage relatifs plus élevés. Et vous dites Eurostar même craint la concurrence à terme de Deutsche Bahn peut-être sur Paris-Londres. Mais il est certain que nous plaidons pour que le tunnel sous la Manche soit ouvert à toutes les entreprises ferroviaires, que les barrières protectrices et malthusiennes qui ont été mises en place à l'origine par les États soient enlevées et qu'effectivement tous ceux qui savent faire rouler des trains puissent passer. Et ça, je crois que c'est l'Europe que nous voulons. C'est certainement l'Europe que veut le commissaire au transport. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait que nous sortirons encore une fois plébiscités par rapport aux critiques actuelles. Mais les critiques, vous les faites aussi, vous les portez aussi, notamment contre Eurostar. Vous dites la qualité est insuffisante et vous les comparez même à la seconde classe d'Eurostar. Vous la comparez à une troisième classe d'une compagnie indienne. Bah écoutez, c'est pas un peu fort, là, non ? Alors, vous savez que parfois, les gens confondent Eurotunnel, qui est le lien fixe sous la Manche, et Eurostar, qui est le train à grande vitesse, l'un des trains à grande vitesse européens. Et donc, il m'arrive de recevoir... Qui est géré conjointement, d'ailleurs, par la Grande-Bretagne et par la France. Qui est en fait une filiale de la SNCF, pour être très précis. Et il m'arrive de recevoir des plaintes de voyageurs d'Eurostar. Et moi-même, je le pratique intensément. Et je n'ai fait que de répéter le verbatim d'un certain nombre de plaintes que je reçois. Bon, c'est pas vous qui l'avez dit, alors ? Non, j'ai simplement cité... Mais il suffit de prendre malheureusement à la gare du Nord pour le train Eurostar pour savoir qu'effectivement il y a des progrès qui restent à faire. Je ne leur en veux pas, mais qu'ils ne viennent pas mettre un caillou dans ma chaussure. Alors pourtant, vous parliez tout à l'heure effectivement de Deutsche Bahn. On dit qu'elle va payer dans un premier temps moins cher le péage que les autres, qu'Eurostar en l'occurrence. C'est vrai ça ? N'importe quoi. Ils payeront le même prix. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas faire de discrimination. Tous les opérateurs ferroviaires sont les bienvenus et ils paieront le même tarif qui est extrêmement compétitif. Il n'est pas proportionnel au nombre de personnes transportées. Alors aujourd'hui, le cadre tarifaire qui a été mis en place par les États à l'origine du projet en 1987, pour pouvoir faciliter justement l'émergence de nouveaux trafics. C'était relativement performant et intelligent. C'est une part fixe pour couvrir les frais. Je rappelle que ce tunnel est quand même 100 mètres sous le niveau de la mer. Ce n'est pas une ligne à grande vitesse en race campagne. On ne parle pas de la même chose. Donc une part fixe pour couvrir notamment les coûts de maintenance qui sont beaucoup plus importants que sur une ligne standard. Et puis un tarif aux passagers
Parce que finalement, ça veut simplement dire que ne payent que ceux qui passent, et ça, c'est extrêmement porteur pour le développement du trafic. Ça rendra service à Deutsche Bahn quand ils arriveront. C'est vrai qu'Eurostar, qui a des trains pleins, ça ne leur rend moins service, mais ça leur a servi pendant 19 ans. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Vous parliez tout à l'heure des navettes. Alors on vous accuse aussi de situations potentielles de conflit d'intérêts, justement à travers cette activité de navettes que vous opérez, qui serait exonérée de péage, c'est vrai ? Alors, ça c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait, et merci de poser cette question, je vais mettre les choses parfaitement au clair. Le tunnel sous la Manche est une appellation pratique que tout le monde comprend. Ce qu'a mis en place le traité de Canterbury, les États, c'est un système de transport intégré de véhicules. C'est-à-dire les fameuses navettes, on met des véhicules, voitures ou camions, et on a un succès extraordinaire. Et cette navette passe dans un tunnel. Les deux ont été construits par Eurotunnel. Et le traité de Canterbury dit, ce système intégré de transport laisse passer les trains à grande vitesse moyennant péage. Autrement dit, les trains à grande vitesse sont nos locataires. Et le vrai système de transport intégré, c'est le shuttle bien connu. C'est un ensemble cohérent et l'ensemble a coûté 15 milliards d'euros. Une bagatelle. Mais la Commission voudrait savoir justement si certains coûts du shuttle ne sont pas imputés aux compagnies ferroviaires, en l'occurrence à Eurostar. Alors la réponse est évidemment non. De la même façon qu'un locataire paye son loyer et un propriétaire, qui sont les navettes, paye ses frais de propriétaire. Et j'allais dire, je suis un peu surpris, voire déçu que, semble-t-il, la Commission européenne ait mal lu les textes fondateurs du tunnel, textes fondateurs qui protègent Eurotunnel. Et je l'ai dit, si la Commission européenne, si les États veulent changer, déposséder la navette, le shuttle de ses caractéristiques premières, ils peuvent le faire, ils en ont le pouvoir, mais ils payent. Et comme je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses des États, je suis assez tranquille. Alors il y a une sorte d'ultimatum, en fait, vous avez 2 mois pour que les tarifs baissent. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Non, nous, Eurotunnel, n'avons pas 2 mois. Et c'est d'ailleurs assez lunaire, c'est un dialogue entre la Commission européenne et les États. C'est les États qui sont invités à répondre à nouveau. J'ai découvert qu'il l'avait déjà fait en février 2012 en disant « tout va bien ». La Commission revient à la charge. Mais donc c'est aux États de répondre. Et on est dans cette situation extraordinaire d'un investissement privé soutenu aujourd'hui par 300 000 actionnaires individuels dont tout le monde parle, dont tout le monde veut décider de l'avenir, mais qui n'est pas parti au process. Il y a là quand même une aberration intellectuelle que je dénonce. Et quand on dit que 43% de la capacité du tunnel est inutilisée, qu'est-ce que vous répondez ? C'est vrai ? Eh ben, si Deutsche Bahn était venu plus tôt, si Eurostar avait desservi l'Allemagne et la Hollande, si Thalys, au lieu de s'arrêter à Bruxelles, continuait pour aller jusqu'à Londres, s'il y avait ce qui est demandé par les élus locaux du Kent et du Pas-de-Calais, un métro transmanche qui parte de Lille et qui arrive à Londres, voilà beaucoup de pistes. Donc il y a un potentiel, effectivement. Il y a un potentiel considérable. C'est quasiment la moitié quand même, c'est pas rien. Plusieurs millions de passagers. Rien que l'arrivée de Deutsche Bahn, c'est passé des 10 millions d'Eurostar à 14 millions en tout. Oui, il y a un potentiel considérable. Mais Eurotunnel gère ses navettes, comme je viens de vous le dire. Elle ne gère pas les trains de passagers. C'est à ceux qui en sont en charge de le faire. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une politique malthusienne et conservatrice et d'éviter, par exemple, la concurrence entre Eurostar, filiale de la SNCF, et Thalys, filiale de la SNCF. Pas très surprenant que les deux se partagent le marché. Alors il y a un autre dossier qui est celui des ferries. Vous exploitez depuis peu 3 bateaux de l'ex-Seafrance et l'équivalent britannique de l'autorité de la concurrence en France vous demande de stopper cette exploitation dans les 6 mois. Apparemment, cette activité ferait obstacle à la concurrence. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est un complot ? On vous en veut ? Non. Je suis un peu surpris que de mettre en œuvre un 3e opérateur maritime, ou plutôt de retrouver ce qui existait avant la liquidation de Seafrance, soit considéré comme une atteinte à la concurrence. Bien, première observation. Deuxième observation, et ça je crois que c'est aussi, j'allais dire, assez savoureux, interdire l'accès à un transporteur qui s'appelle MyFerrynic ou un autre du port de Douvres dans l'Europe actuelle, c'est quand même assez sidérant. Et indépendamment de l'appel que nous avons fait devant les autorités britanniques de la décision de leur commission de la concurrence, j'ai saisi la Commission européenne. On va voir justement si elle s'intéresse aux vrais problèmes. J'ai saisi le président Barroso en lui disant, avec un certain nombre d'articles du traité européen, il n'y a aucune raison juridique qu'on nous interdise l'accès au port de Douvres.
Je vais voir si la Commission européenne se penche sur les vrais problèmes. Vous n'avez pas eu de réponse pour l'instant. Non, certes. Bon. Et quand on vous accuse d'avoir acheté justement ces 3 bateaux de l'ex-Sea France pour empêcher le franco-danois Dreyfus DFDS de les avoir, Écoutez, c'était une mise aux enchères sous pli privé par le tribunal de commerce de Paris. Le fait est que j'ai mis la meilleure offre sur la table. C'est quand même assez surprenant qu'on ne puisse pas gagner dans une enchère sous pli fermé. Voilà, c'est tout. Donc tout a été fait dans les règles. donc en tout cas pas question d'arrêter l'exploitation des ferries. Non, d'autant plus que les Britanniques, très prudents, feront en sorte que leur décision en appel ne tombe qu'en septembre, parce qu'il faut quand même ménager le retour des citoyens britanniques qu'on accueillera avec plaisir dans le Périgord ou en Bourgogne, et qui puissent quand même rentrer chez eux avant que l'appel ne soit jugé. Merci Jacques Goudon, PDG d'Eurotunnel, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.